merci d'être là. On n'est pas si nombreux en cette heure de l'année, mais c'est pas grave. On est très content. Je dis on parce que je fais double rôle aujourd'hui. Je présente les conférenciers et conférencières et j'en suis un. Fait que mon premier rôle comme directeur scientifique par intérim au CRDE ici, pendant quelques semaines, c'est justement de voir avec Stéphanie au déroulement de ces causeries midi. Donc, je vous souhaite sincèrement la bienvenue. Et puis, moi, je m'appelle Michel Légère, je suis professeur adjoint ici à la Faculté des sciences d'éducation. Mon profil de recherche est principalement en éducation relative à l'environnement, à la croisée aussi des compétences numériques et des technologies en éducation. Je suis aussi didacticien des sciences, alors c'est dans cet aspect-là que je ne délaisse pas quand même cette partie-là de ma formation et de mon intérêt de recherche. Donc, c'est dans ce cadre-là de didactique des scienses que je me suis intégré à cette équipe qui est formée de Manon Leblanc. Je la laisserai se présenter dans un instant. Mathieu Lang, Nicole Redpitre et moi-même. Et puis, on a toutes les différentes expertises qu'on apporte à la table pour explorer cette idée-là d'apprentissage expérientiel. Ça fait que, comme vous voyez à le titre, on a formulé une étude de cas par rapport à cette stratégie pédagogique et les retombées potentielles de cette stratégie pédagogique sur l'apprentissage dans une école qui s'est dotée de ce cadre-là comme fonctionnement pédagogique. Donc, sans plus tarder, parce que j'ai peur de chevaucher sur l'introduction de Manon, c'est Manon qui a pris le lead dans ce projet-là, donc c'est elle qui va prendre le lead aussi aujourd'hui par rapport à la présentation de la conférence. Mathieu Lang se joindra à nous probablement en retard parce qu'il avait un contretemps. Alors, on va se partager probablement entre moi et Manon la présentation d'aujourd'hui, mais ce sera principalement Manon Leblanc qui va s'en occuper. Sans plus tarder, merci d'être là et puis bonne conférence. Merci Michel. Donc c'est ça, moi c'est Manon Leblanc, vous me connaissez déjà, je suis didacticienne en mathématiques. Comme Michel vous l'a dit aussi, les 4 personnes dans l'équipe, on a chacun nos expertises. Nicole est plus experte en didactique des sciences. On est allé chercher Mathieu aussi pour le côté pensée critique, ces éléments-là. Puis, ce que Michel ne vous a pas dit, c'est qu'on le considère également comme notre expert en méthodologie dans l'équipe. Donc, il y avait un double chapeau, à la fois le chapeau de méthodologue et le chapeau de didacticien en sciences. Je veux vous parler de l'école au début parce qu'en fait, le projet est parti de l'école. Quand on a entendu parler de cette école-là, on s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant qui se fait là. Et c'est un peu là qu'on a voulu creuser davantage. C'est plus ce que Donc, je parle de quelle école? Je parle de l'école La Mosaïque du Nord, située dans le nord du Nouveau-Brunswick, dans le plus beau petit village qui existe, qui se nomme Balmoral, mon village natal. C'est une nouvelle école. Je ne suis aucunement biaisée. C'est une nouvelle école qui a été construite. Ah, et voici M. Lang qui se joint à nous. Donc, la Mosaïque du Nord, c'est une nouvelle école qui a été construite peut-être environ 3-4 ans passés. Puis quand on a entendu parler d'école, en fait, j'ai un pied dans l'école dans le sens où mon frère enseigne en 3e année à cette école-là. Donc, on a entendu parler d'école, une école où les enseignants travaillent en équipe, donc font du team teaching, une école où il y a un système de chauffage géothermique, une école où il y a un toit vert, une école qui fonctionne par cycle. Donc, on se disait c'est quand même quelque chose d'assez innovateur au Nouveau-Brunswick. Puis on s'était intéressé à ça. Puis encore plus loin, quand on est allé voir, ils ont un document qu'ils ont préparé qui s'appelle Réseauter sur le monde. C'est un peu le projet de mise en œuvre de l'école. Et quand on est allé voir ce projet-là, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 grands principes directeurs qui étaient cités. Donc, on parlait de renouveler le processus d'enseignement-apprentissage à travers l'innovation. Donc, on parle beaucoup de technologie dans ce document-là, faire les choses différemment. Je vous ai parlé du système de chauffage géothermique, donc en termes d'innovation, ils sont quand même assez à la fine pointe. On parlait d'établir des cycles d'apprentissage. Donc, comment ça fonctionne en gros, les cycles d'apprentissage? Maternelle, première, deuxième année, c'est un cycle d'apprentissage. 3 à 5, un autre cycle d'apprentissage, et 6 à 8. Et les enseignants de maternelle 1-2 travaillent ensemble
vraiment conjointement. Donc, si un élève en première année n'atteint pas un résultat d'apprentissage, c'est pas grave, pas de stress. L'enseignant de deuxième année va être au courant parce ils suivent vraiment les élèves pendant toutes ces années-là. Et ce qui est important, c'est que dans ce laps de temps-là, ce 3 ans-là, que l'élève atteigne les résultats d'apprentissage des 3 niveaux. Donc, on fonctionne vraiment par cycle de cette façon-là. Ensuite de ça, on parle d'étendre l'apprentissage à une communauté globale. Donc, finalement, faire éclater un peu là, les murs de la salle de classe, puis aller voir ce qui se fait ailleurs ou faire des choses qui vont avoir un impact à l'extérieur de la salle de classe. Et en dernier lieu, pour cette école-là, c'est très important de créer des partenariats, il manque un S, je m'excuse, avec la communauté. Et des partenariats qui se font dans les deux sens. Donc, d'amener la communauté à l'école, mais d'amener les élèves dans la communauté aussi. Là. Et c'est en voyant ces principes directeurs-là qu'on s'est dit, attends, là, on est capable de voir des liens entre ce que l'école est en train de faire et l'apprentissage expérientiel. L'école ne le nommait pas nécessairement comme ça, mais nous, on s'est rendu compte qu'il y avait des liens. Donc, c'est un jeu avec ça fonctionne. Là, j'ai rien fait. Juste le toucher, ça touche pas. Ah. C'est ça, j'étais pour te dire tantôt, il fonctionne. Oui, c'est ça, à la limite, on peut utiliser ça. Mathieu, je te laisse parler un peu de l'apprentissage expérientiel. Ah, ben oui. Fait que, on a notre ami John Dewey. Puis John Dewey, c'est probablement le premier à avoir parlé de l'apprentissage expérientiel ou de l'avoir conceptualisé. Et John Dewey, là, je pense que si on peut toucher, là. Oui. Si on continue, là. C'est comme tac-tac. C'est comme le nom. OK, bon. Fait que là, voyez-vous que dans un sens, c'est pour ça qu'on a mis, comment ça s'appelle ça maintenant? Pas égal, mais un genre de... C'est comme des synonymes. C'est comme synonyme. C'est dans le sens qu'il y a éducation et expérience. John Dewey, pour lui, l'éducation, c'est forcément une expérience. Mais une expérience, c'est pas forcément éducative. C'est pour ça que dans un sens, ça fonctionne pas nécessairement dans l'autre. On peut vivre une expérience qui ne sera pas nécessairement éducative. Et qu'est-ce qui aurait une valeur éducative pour John Dewey? Ben, c'est ces 4 éléments-là. Quand on place l'élève dans une situation où il vit une expérience, ben, il sera confronté. Quelle sera cette expérience-là? Ben, ça sera quelque chose qui va l'amener à sortir de sa zone de confort, qui va l'amener à être actif, qui va l'amener à être pas juste recevoir, mais qui va avoir un rôle actif. Et c'est pas n'importe quelle expérience, c'est une expérience dans laquelle il devra ou elle devra faire une recherche, inquiry en anglais, un processus d'enquête. Donc, il y aura un problème à résoudre, il y aura un conflit cognitif, il y aura un déséquilibre qu'il faudra rétablir. Et le plus il y aura d'expérience, plus il y aura de recherche, plus il y aura de croissance, growth en anglais. Donc, il y aura une croissance d'apprentissage, une croissance de la personne, une croissance globale. Et ça se fait, c'est sans cesse, c'est continu. Il n'y a jamais d'attitude, ça y est, on va le trouver, là, puis on peut arrêter là. Il y aura toujours, ça sera toujours le résultat d'une recherche, le résultat d'une expérience, va toujours mener à un nouveau point de départ. Ça va soulever d'autres problèmes. Donc ça c'est John Dewey. Puis Cole, qui est un lecteur de Dewey, arrive avec les 4 stades de l'apprentissage expérientiel. Donc ça commence par l'expérience concrète. On fait une expérience. Et là, ben, c'est plus qu'une expérience. On fait de l'observation de ce qu'on a fait. Donc, une observation réflexive au sens que l'entendait John Dewey, la réflexion. C'est prendre le temps d'examiner, de mettre en mots, de conceptualiser, de traduire en ses propres mots. Donc, on fait cette observation-là, on essaie de décrire, on essaie de réfléchir à l'expérience qu'on vient de faire. Et là, on va conceptualiser de façon abstraite. Donc, on va dire qu'est-ce qu'on peut retenir de l'expérience. Et c'est plus revivre l'expérience, mais on va traduire en mots, on va traduire en concept, on va avoir une idée globale. Puis enfin, l'expérimentation active, j'ai un blanc de mémoire. Et la personne va mettre en œuvre la théorie. Oui, c'est ça. Donc là, la personne pourra mener elle-même, refaire le processus, mener elle-même l'expérience. Donc là, je pense que c'est déjà ça. Fallait-tu que je parle plus? OK, j'ai bien fait ça. OK, alors merci Mathieu. Maintenant, du point de vue
point de vue méthode de recherche, on s'est dit, OK, regarde, c'est un peu exploratoire quand même notre démarche. Et puis, dans cette mesure-là, le paradigme qualitatif se prête très bien à de nouvelles questions qui ne sont pas encore établies avant de commencer à parler de variables qui s'interlient l'une avec l'autre. On va voir globalement qu'est-ce qui se passe. Et puis donc, on a choisi justement l'étude de cas instrumentale versus intrinsèque, qui nous permettra un peu de transférer quand même, j'ose pas dire généraliser, c'est pas tout à fait ça, mais qu'on puisse dire, OK, ce qu'on va trouver, probablement qu'on pourra l'intégrer peut-être dans des contextes semblables. Donc, ce qui nous permettrait de faire ça, ça va être une certaine démarche de validation par triangulation, par exemple. Donc, étude de cas. Étude de cas qui fonctionne avec des propositions de recherche. Les propositions de recherche, c'est Patton qui nous parle de ça. OK. C'est vraiment. C'est bizarre. Le double, ça fonctionne. C'est ton chose USB. On va s'ajuster, on passe par dessus. Fait que notre question de recherche, effectivement, une question très qualitative qui commence par des pourquoi, des comment. Donc, comment le processus d'apprentissage est-il affecté quand une école décide d'implanter ou d'implémenter une approche éducative basée sur l'apprentissage expérientiel? C'est très, très large comme question quand même. Et puis, nous, on veut savoir un peu qu'est-ce qui est le fonctionnement, qu'est-ce que ça donne au niveau des élèves, au niveau des enseignants, pardon, même des parents et de la direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les propositions de recherche, pour ne pas dire hypothèse. Alors, pourquoi proposition, pourquoi hypothèse? On aurait pu probablement émettre des hypothèses, bien que ça, c'est un discours un peu plus quantitatif. Donc, on a choisi d'aller avec ce que Patton appelle des propositions de recherche, qui jouent un peu avec des éventuelles variables qu'on anticipe, mais qui ne les posent pas dans une phrase de cause à effet. Okay? Alors, les élèves seront activement impliqués dans la tâche associée à une pédagogie basée sur l'apprentissage. Donc, on cherche une implication active, on assume que si on va aller voir une école qui se fonde sur les principes de l'apprentissage expérientiel, qu'on va voir ça. On assume qu'on va voir ça. On prédit qu'on va voir ça. Aussi, les élèves qui passent d'une école avec une vision pédagogique traditionnelle à une école axée sur l'apprentissage expérientiel, les autres, ils vont considérer l'apprentissage comme étant plus agréable, ultimement plus significatif. Donc, on assume, encore une fois, on prédit, on propose que, selon les principes de Cole, qu'un apprentissage expérientiel va être plus agréable et plus significatif. Et finalement, les élèves qui fréquentent une école axée sur l'apprentissage expérientiel vont participer plus activement à des tâches éducatives et s'engager même dans l'observation réflexive, la conceptualisation de l'expérience active. Donc, on prend essentiellement les 4 étapes du cycle expérientiel de Cole, mais on propose de voir ces étapes-là activement dans notre observation du cas de recherche. Donc, essentiellement, la recherche, à la fin, on va voir est-ce que ces propositions de recherche-là sont vraies? Est-ce qu'on les a observées? Est-ce qu'ils sont là? Donc, évidemment, on parle d'une méthode, d'une approche qui est qualitative, qui donc s'ancre dans le point de vue socio-constructiviste. On veut voir la construction de l'apprentissage chez l'apprenant, effectivement, activement. Lui joue un rôle actif dans cet apprentissage-là. Évidemment, l'apprentissage expérientiel, c'est constructiviste naturellement, et socio-constructiviste parce que ça se fait avec d'autres, avec l'enseignant, etc., dans un cadre social, bien entendu. L'approche qualitative pour l'enquête, bien entendu, la cueillette de données et l'analyse, tout se lie dans cette approche qui sera qualitative. L'étude de cas instrumentale, comme j'ai dit, puis je pense que j'ai dit que la différence entre les deux, c'était ici qu'on cherchait plus à voir comment on pourrait transférer à d'autres écoles les résultats de notre recherche. Tandis qu'une étude de cas intrinsèque, c'est plus, on vise vraiment le cas comme tel, et puis on ne cherche pas nécessairement à transférer les résultats à d'autres. On veut juste voir comment ça fonctionne là. Donc, on va peut-être avoir des outils de collecte de données plus limités dans un cas intrinsèque, tandis qu'en instrumental, on va chercher à plusieurs sources pour essayer de se construire un portrait de comment fonctionnerait l'apprentissage expérientiel dans cette école-là, de sorte à être en mesure de possiblement transférer les résultats à d'autres écoles, logiquement et de façon valide.
Le choix de l'école, ben, ça a été un échantillonnage raisonné à base théorique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bon, ben, est-ce qu'il y a des écoles qui fonctionnent avec l'apprentissage expérientiel comme base? Ben, pas beaucoup. Ça fait que ça limitait un peu. On avait comme des critères théoriques qu'on imposait pour faire le choix du cas. Et puis, bon, ben, l'école La Mosaïque ou Nord, à Val-Moral, était une école qui répondait à ces critères-là qu'on s'était établis, qui était essentiellement un fonctionnement selon les principes de Cole. Bon. Est-ce qu'on peut poser une question? Vous pouvez absolument poser une question. Je suis juste curieuse, comme je sais que dans la documentation, l'école se dit expérientielle, c'est ça? Bien, comme Manon a dit, dans la documentation, elle n'utilise pas le mot expérientiel dans son document. Ah, OK. Sauf que, en lisant le document cadre, elle répond un peu à, ben, un peu pas mal au principe de Cole. Il C'est faisait qu'on sans voit. savoir. Il faisait sans savoir parce que ça transcendait dans le principe. Mais comment? Il y a combien d'enseignants là-dedans? À peu près? C'est 8 niveaux avec 16 enseignants. Ouais. C'est au moins 10. Donc, comment il s'assure que tout le monde utilise cette méthode-là? Ben, ils sont en cycle d'abord, comme Ouais. on l'a dit, donc de 1 à 3, je ne sais pas quoi. Maternelle à 2, Maternelle à 2, 3 à 5, etc. Donc, il y a des équipes de cycle déjà qui fonctionnent. Donc, à l'intérieur d'une équipe de cycle, que la direction suit chaque équipe de cycle. Donc, Pour s'assurer que c'est ça qu'ils font. déjà en fonctionnant par des regroupements à l'intérieur de l'école, naturellement, de façon administrative, on s'assure d'un suivi un peu plus proche que si tout le monde faisait sa propre chose, d'un. Et puis, bon, ben, c'est ça la vision commandée par le document cadre. Okay. On la suit. Autre chose aussi qui est particulière à cette école-là, c'est que la direction garde un pied dans les salles de classe toujours, mais ils n'ont pas leur propre salle de classe. Mais une journée, le directeur va dire, bon, Michel, tu es libéré, moi je prends ta salle de classe pour faire quelque chose. Ou le directeur va arriver tout d'un coup dans une salle de classe, puis il va dire, Mathieu, est-ce que tu as besoin d'aide? Je suis ici, je t'accompagne, ça fait là, on va diviser les classes, comment on va fonctionner. Ça fait ça. Oui. Donc, c'est pas seulement le directeur qui est en haut qui dit aux enseignants, faites ceci, mais il y a une réelle implication de la direction aussi, ce qui aide justement à avoir un meilleur regard sur ce qui se passe dans la classe. Parce que les documents qu'on émet, je vous ai regardé ici, puis la réalité, c'est pas le cas. En faisant ça, ça assure en tout cas une légitimité. C'est comme le chef d'orchestre qui fait partie de la performance. Oui. Il n'est pas juste C'est ça. à part. Puis peut-être la dernière petite chose pour ça, c'est que quand ils ont su que l'école allait se faire à Val-Moral, ils avaient le document de développer déjà, puis les enseignants qui ont demandé à être transférés à cette école-là, c'était très clair qu'ils allaient devoir travailler par cycle, qu'ils allaient devoir intégrer les technologies, qu'ils allaient devoir... Donc, un enseignant qui était plus ou moins à l'aise avec ça, non. Donc, on s'entend aussi que les enseignants qui sont là sont des enseignants qui ont un peu le feu de l'avant, qui veulent essayer des choses. Parfait. Maintenant, dans ce sens, le document a été élaboré par qui? Est-ce que c'est par le ministère de l'Éducation? L'équipe de direction. L'équipe de direction. Par le directeur de l'école. La direction de l'école, lorsque l'école a été conçue, avant l'ouverture de l'école, a été consultée activement, puis on lui a dit, regarde, qu'est-ce que tu veux faire dans cette école essentiellement? Donc, il a été impliqué très directement avant même que l'école ouvre dans la construction, vision pédagogique, autant que construction physique de l'école. Physiquement, l'école est conçue vraiment différemment aussi. Donc, il y a des genres de centres de rassemblement entre des classes où des groupes d'élèves peuvent venir travailler à l'extérieur du setting de chaises et pupitres. Alors, physiquement, même l'école a une allure différente. Ouais, parce qu'ils vont avoir deux classes qui sont collées comme celle-ci, mais entre les deux classes, ils ont ce qu'ils appellent un cube, qui est une salle cubique, mais où on a tout simplement des fenêtres. Donc, un enseignant peut rencontrer individuellement un élève là pendant que les autres travaillent. Il y a des endroits à l'extérieur des salles de classe pour que les élèves aillent travailler à ces endroits-là. Donc, pour les 7e, 8e qui sont plus vieux, il y a des petites tables à bistrot dans les corridors. Mais il y a une zone clairement identifiée pour que les élèves marchent dans cette zone-là. À l'extérieur, les élèves peuvent travailler là, s'installer là. Il y a beaucoup de choses qui ont bien été pensées avant même que les élèves entrent dans l'école. Alors, c'est ça, la direction consultée dans le sens physique et vision pédagogique de l'école. Bon, alors,
pour ce qui en est de la méthode comme telle, comme je vous avais mentionné tantôt, on a cherché des sources différentes de données. Donc, on a fait évidemment des entretiens avec les élèves, bien entendu, les apprenants eux-mêmes, les enseignants et les enseignantes, et puis la direction et les parents. Donc, on a vraiment voulu voir un portrait assez global de justement tous les acteurs qui seraient impliqués dans l'apprentissage du jeune. Donc, il y a eu des entretiens de groupe, des entretiens individuels. On a aussi consulté des archives, des documents comme tels, comme le document cadre, bien entendu, des plans de leçons, les plans stratégiques de l'école, etc. Et puis, lors de nos visites, on a aussi pris des notes comme chercheurs, dans un genre de cahier de recherche, de sorte à ce qu'on puisse lier les observations ponctuelles à des documents peut-être plus on a invité les participants à nous partager leur point de vue finalement de l'apprentissage expérientiel tel qu'ils l'ont vécu. Donc, évidemment, au niveau de l'élève, c'est très intéressant de voir comment l'apprenant ou l'apprenante perçoit son apprentissage, sans nécessairement utiliser le jargon de l'apprentissage expérientiel, expérimentation active, tout ça de code. On a juste laissé parler l'élève. Comment tu vois ça? Comment tu vis ça, l'apprentissage, dans ton cours, dans ton école? Et puis, on a regardé un peu de façon théorique, qu'est-ce que les thèmes ou les catégories qui ont pu ressortir de ça. Les parents, même chose. Comment les parents perçoivent l'apprentissage de leurs jeunes dans cette école-là, comparativement à l'apprentissage de leurs enfants dans l'école où, peut-être avant, il y avait un apprentissage plus traditionnel. Physiquement, l'école était différente, la vision pédagogique était différente dans l'école où il était avant. Au niveau des enseignants, évidemment, les enseignants et les enseignantes, ils ont, comme Manon l'a dit, déjà d'emblée une genre de... Ils apprécient avoir la liberté d'enseigner dans cette vision pédagogique d'apprentissage expérientiel et ils sont déjà un peu ouverts à faire des choses différemment. Et finalement, la direction, un peu comme on l'a présenté tantôt, comment elle était impliquée effectivement dans le montage de cette stratégie d'apprentissage dans cette école. Est-ce qu'il y a eu une session de travail pour les profs au départ de définir, parce qu'on va avoir toutes des perceptions différentes de l'apprentissage expérientiel. Et si on avait... L'expérience que je donnerais, c'est l'expérience du terrain, dans le sens pour avoir été dans le milieu. Tu sais, on dit à un moment donné, on allait vers l'apprentissage coopératif, on faisait une session, on sortait d'être là, là on s'est rendu compte qu'on avait tous des perceptions différentes. Et est-ce qu'il y a eu des sessions pour définir avec l'équipe de professionnels cette partie-là? C'est en fait, eux... Tu sais, vous dites au départ, tout le monde adhérait. Je peux adhérer, moi, à quelque chose, mais je peux avoir un regard, une définition différente de Mathieu. On peut regarder la même chose, mais est-ce qu'il a fini par se parler de ça? En fait, la première chose à savoir, c'est que l'école n'a jamais parlé concrètement d'apprentissage expérientiel. On parlait de principes qui sont associés à l'apprentissage expérientiel. Donc, l'école disait aux enseignants, dans vos salles de classe, faites des activités où les gens de la communauté vont avoir un rôle à jouer là-dedans. Mais nous, quelque part, on peut prendre cet élément-là et dire, voici, on peut faire ce lien-là avec l'apprentissage expérientiel. Eux avaient des grands principes. Oui, ils ont eu des formations au début de l'année pour parler aux gens, voici vous avez accès à telle chose au niveau de la technologie, voici des exemples. Les enseignants, juste à travers les cartes, peuvent se rencontrer aussi pour faire certaines choses. Mais je pense que c'est important de comprendre qu'eux, ils n'étaient pas conscients ou ils n'ont jamais appelé ce qu'ils faisaient apprentissage expérientiel avant que nous, on a mis les pieds là puis qu'on leur en a parlé avec ce jargon-là. Donc, ils ont adhéré sur des principes. C'était plus sur le document dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on a défini la compréhension du principe? Là, honnêtement, ça, je ne suis pas en mesure. Je ne sais pas comment les formations se sont faites au début juste de comme l'année. curieux parce qu'on a assez d'expérience d'enseignement, souvent, on se rend compte qu'on adhère à des mêmes choses avec des personnes qui sont complètement différentes qui font qu'on est sur des zones complètement. J'ai l'impression, par exemple, que le suivi qui est fait de façon assez régulière par la direction permet justement de cibler ces différences-là. C'est ça sortait dans l'entrevue. C'est moi qui avais la direction, puis ça ressortait de cette entrevue-là. C'est nous qui avons identifié que c'est de l'expérientiel. Je reconnaissais du oui, je reconnaissais du code dans le document théorique. Et là, on s'est dit, on va aller voir si notre
chercheurs, là, si ce qu'on constate se révèle sur le terrain. Et quand on a interviewé, on a construit nos questions pour valider, passer par la porte en arrière un peu pour poser une question, puis la réponse, dire « Ah, ben oui, ils sont en train de nous dire qu'ils sont expérientiels. » Une des questions, c'était comment vous savez que les élèves, comme vous à la direction, dans votre position, comment vous savez que les élèves le font? C'est parce qu'on va en classe. On travaille avec les enseignants. On fait des cas. C'est surtout là que ça se passe. Donc, on prépare, quand on fait notre planification, on prépare les activités en fonction. Mais lui, comme je disais tantôt, là, je pense une belle analogie. Il est chef d'orchestre, mais il fait partie de la performance. Fait que si, comme Monique Richard dirait, je veux plus de son là, puis moins de son là, il ajuste au fur et à mesure. Fait que c'est comme ça que, moi, je pense que la direction a vraiment un gros rôle à jouer pour enligner sur la vision. Dans la vision du directeur, au fond. Puis, La compréhension de ce type d'apprentissage-là que le directeur se fait, qui colle au principe, c'est ce va-et-vient-là qui garantit en quelque sorte. Puis, quelque part, ce qu'on a fait aussi, en allant voir les membres de la direction, les élèves, les parents, les enseignants, on s'est dit, si le discours est commun entre ces 4 types d'acteurs-là, quelque part, on peut voir que le document, c'est pas seulement en théorie, mais on le voit vraiment en pratique, parce que tous les membres sont en train de dire la même chose dans leur... C'est une façon de vérifier la compréhension. Exact. Si on a tous le même discours, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est commun, un dénominateur commun. Il n'y a pas nécessairement le même discours, mais le vécu de l'élève, quand il en parle de son vécu, parce que quand le parent parle du vécu de l'élève, puis quand les enseignants parlent de leur vécu, qu'est-ce qu'ils font? Les enseignants ont plus technique, comment on fait notre planification, qu'est-ce que vous planifiez ça? Mais là, on peut faire nous autres de croisement, c'est là que... Parce que c'est facile pour le directeur de dire oui, mes enseignants sont super bons, ils font ça, mais là, on va voir est-ce que les enseignants le font. Mais là, après, si l'élève te dit oui, c'est plaisant, oui, on fait ça, là, à un moment donné, tu te dis, on leur fait confiance, là, rendu à ce moment-là. Si un discours commun, c'est parce qu'il y a une compréhension de la même chose. J'ai une petite question. Depuis quand l'école existe? Je pense que c'est 3 ans. Ça fait 3 ans. Oui, 4 ans. Moi, je pense que la perception de tous les acteurs scolaires dans cette école et les participants, qu'ils soient des parents, qu'ils soient des élèves, surtout je parle des acteurs qui interviennent dans les activités que vivent les élèves, ça va se construire et ça va se consolider. Ils peuvent s'arrêter et porter une réflexion, changer des choses. Donc, oui, il y a un processus. La philosophie de la direction est comprise et je pense que c'est la raison pour laquelle certains enseignants ont accepté à embarquer dans cette école parce que ça leur dit quelque chose. Dès le départ, mais comme on l'a mentionné, les enseignants et les enseignantes qui voulaient aller à cette école-là, transférer à cette nouvelle école-là, devaient d'abord adhérer un peu ou être de la partie finalement de la vision de ce directeur-là qui a choisi de fonctionner comme ça. Donc, dès le départ, on voit qu'on a des acteurs, des enseignants, des enseignantes qui sont prêts à travailler dans ce sens-là. Ouais. On parle de janvier 2012 que les élèves sont entrés à l'école. Puis, c'est une école d'environ 320 élèves, de maternelle à 8e année. Puis, ça regroupe des élèves de 4 communautés avoisinantes aussi, parce qu'il y a beaucoup de petites écoles qui ont fermé là, dans le nord. Puis, c'est pour ça que tout le monde est rassemblé à Valentin. De là, le nom de l'école aussi, la mosaïque du Nord, ça représente un peu ce regroupement-là des communautés. C'est une grosse école, 300. C'est un peu comme là, la discussion, Jean-Marie, quand on regarde ce qu'on a voulu chercher, c'est effectivement le point de vue, l'expérience humaine vécue de l'élève, l'enseignant, la direction, le parent. Puis son expérience vécue par rapport à sa vision, par rapport à qu'est-ce qu'est l'apprentissage, point. Donc, sans même parler nécessairement dans les questions qu'on leur a posées d'apprentissage expérientiel, comment est-ce qu'il perçoit son apprentissage d'élève, le parent. Donc, c'est un peu ça qu'on est allé chercher. Voici quelques extraits de questions qu'on a posées, par exemple, aux membres de la direction, comme Mathieu l'a mentionné tantôt. Parlez-moi de la vision de votre école. Donc, les membres de la direction ont pu élaborer sur comment eux, ils voient la mission de l'école. Pour ce qui en est des membres, des parents et des membres de la direction, en fait, on a demandé
de parler en fait de l'apprentissage expérientiel, encore une fois, pas nécessairement en utilisant ces mots-là, mais bon, il y a eu des questions qui intégraient quand même le terme comme tel pour voir si c'était quelque chose qui était quand même connu de la direction, des parents, etc. Donc, on leur a demandé de parler de ça. Et puis, je ne sais pas pour Mathieu, mais pour ce qui est des parents, est-ce que, en tout cas, en lisant les transcriptions, les parents, des fois, ils demandaient qu'est-ce que tu veux dire par apprentissage expérientiel. Donc, on pouvait clarifier la question. Puis on avait, parce que c'était des entretiens semi-structurés, on avait cette question, sous-question B, genre, pour aller creuser un peu. Mais on leur demandait effectivement qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, comment l'école de la Mosaïque du Nord favorisait la réussite de chaque élève, encore une fois, demander aux parents. Les parents ont quand même une vision intéressante parce qu'ils ont vu cheminer leurs jeunes dans d'autres écoles que celle-là. Donc, est-ce qu'ils perçoivent une différence par rapport à la réussite de leur enfant? Aux élèves, parle-moi de ce que tu fais en classe. Donc, c'est très, très simple comme question. On ne va évidemment pas parler d'expérientiel avec l'élève. Dis-moi ce que tu fais. Nous, on va être capable de juger en regardant thématiquement le contenu des entretiens si effectivement ça répond à l'expérientiel. Donc, veux-tu continuer avec ça ou veux-tu que je continue? Ouais. Donc, quand on a regardé les résultats, c'est un peu dans la même ligne d'idée qu'au départ, où est-ce qu'on a dit qu'on allait baser quand même notre analyse sur les principes théoriques, ceux de Kolb. Donc, on a décidé de regarder les données qu'on a recueillies de façon divisée. Okay? On parle ici de sous-unités imbriquées. Donc, qu'est-ce que les enseignants pensent, les élèves, les parents et l'administration, comment ils perçoivent l'apprentissage expérientiel selon leur expérience vécue. Donc, ça a été construit, cette compréhension-là, par analyse de contenu thématique, qui est assez commune quand même comme stratégie d'analyse en qualitatif. Et puis, on a décidé, parce que là, on n'a pas fait 25 entretiens avec les parents, par exemple. On avait quand même un échantillon selon la disponibilité. La direction, c'était facile, ils sont limités, on les a eus, puis voilà. Mais on a décidé de procéder par récit de perspective. On trouvait cette approche-là plus intéressante pour les lecteurs de recherche, dans le sens qu'on finissait avec vraiment raconter une narrative de qu'est-ce qui se passait dans l'école par rapport aux parents, par rapport à l'élève, par rapport à l'enseignant, par rapport à l'administration, au sujet de l'apprentissage. Donc, ça nous donnait vraiment une perspective interprétative spécifique à chaque unité, comme on disait tantôt, impliquée dans l'apprentissage du jeune. Je vais te laisser donc la discussion, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé finalement après toutes ces entrevues-là? Je vous ramène à nos propositions, parce que Michel nous a parlé tout à l'heure des 3 propositions avec lesquelles on est parti. Ce qu'on voulait voir, c'était est-ce qu'on peut valider ou invalider ces différentes propositions-là. La première proposition, on se disait, dans une école ou dans une école axée sur l'apprentissage expérientiel, normalement, les élèves devraient être beaucoup plus actifs en salle de classe. Qu'est-ce qu'on a trouvé par rapport à ça? Oui, effectivement, on l'a vu et dans les propos des parents, des élèves, des enseignants, que je ne veux pas vous faire croire qu'il n'y a pas de magistral à cette école-là, pas du tout. Là. Il y a du magistral. Je ne veux pas vous faire croire non plus que tous les enseignants fonctionnent au même niveau. Déjà, avec les entrevues, avec les observations qu'on a pu faire, on s'est rendu compte qu'il y a des enseignants qui sont très avant-gardistes et qui font énormément de belles choses, puis il y en a d'autres, ça va être une fois de temps en temps. Ça fait tout le monde, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous d'entendre ça, là, que tout le monde n'est pas nécessairement au même niveau. Mais de façon générale, on voit que les enseignants ont vraiment le souci d'amener les élèves à participer en salle de classe le plus possible. Les élèves vont mettre la main à la pâte souvent, ils vont faire des choses même à la maison le soir, ils vont devoir, il y a un élève qui me dit, il fallait que j'aille dans le bois, puis il fallait que j'aille ramasser quelque chose, puis que je la mette à l'école le lendemain, puis là, le lendemain, on partait de ça pour faire une activité. On voit que les élèves ont quand même une part importante dans tout ce qui se passe en salle de classe. Beaucoup de choses qui se font à l'extérieur de la salle de classe. L'exemple que je viens de vous donner où les élèves doivent ramener quelque chose de la maison, où il y a un projet qui a été fait où ils devaient construire un robot, mais strictement avec des produits recyclés. Donc là, l'élève devait trouver des choses à la maison pour l'aider à construire le robot, mais il y a toujours des liens qui sont faits avec le programme d'études. Le fait que l'enseignement se fait en équipe, c'est ressorti aussi.
Et le fait que l'enseignement se fait en équipe, ça semblait permettre justement de développer des activités beaucoup plus originales. Les enseignants nous ont dit que ça nous permet d'être plus créatifs, ça nous permet d'échanger beaucoup plus d'informations avec nos collègues, ce fonctionnement-là par cycle. Donc, par la bande, ça vient justement donner une place plus importante aux élèves en salle de classe. Ensuite de ça, les parents nous disaient « Mon jeune semble plus responsable. Depuis qu'il est à cette école-là, j'ai l'impression quand il me parle de sa journée, ben, qu'il a fait plus de choses. Ou quand il arrive à la maison, ben, je le vois, il va vouloir faire quelque chose pour l'école le lendemain. » Donc ça, on trouvait ça intéressant aussi que les parents avaient ce regard-là. Parce qu'on s'entend, il y a certains... L'école a ouvert ses portes au mois de janvier. Donc tous les élèves étaient ailleurs avant. Donc les parents ont pu voir justement la différence entre la première école, qui dans bien des cas était plus traditionnelle, puis cette école-là. Donc, à la lumière de ce qu'on a ramassé comme information auprès de la direction, des parents, des élèves et des enseignants, on se rend compte que oui, effectivement, on peut dire que notre première proposition, on peut la valider, les élèves étaient plus activement impliqués dans les différentes tâches. Pour la deuxième proposition, ce qu'on avait dit, c'était en gros que les élèves apprécieraient davantage être à l'école, trouveraient l'apprentissage plus agréable, et donc que l'apprentissage serait plus significatif aussi. C'est clair, les élèves nous ont dit que c'était plus amusant d'être à l'école, ils aimaient faire des activités. Pourquoi c'était plus amusant? Justement parce qu'ils sentaient que c'était plus actif, ils disaient c'est pas souvent qu'on va rester assis longtemps, on va faire des choses. Pour des exemples d'activités qui ont été faites, qui étaient amusantes, je vous en donne deux exemples. Un des premiers exemples, c'est que les élèves ont fait pousser des fleurs. Puis ensuite de ça, les fleurs qui ont poussé, les élèves les ont pris pour aller les donner dans un foyer de personnes âgées, pour les offrir en cadeau aux gens. Ça vous donne un exemple justement d'un projet où on allait vers la communauté. Un deuxième exemple, ils ont eu des œufs de poisson dans un aquarium. Ils ont élevé les œufs de poisson, si on peut dire comme ça. Puis ensuite de ça, ils sont allés relâcher les poissons dans la nature. Encore là, d'un point de vue environnemental, ça devenait drôlement intéressant. Nous, ce qu'on se dit, les élèves adorent faire des activités comme ça, c'était clair, ils nous en parlaient, puis les yeux étaient allumés. Mais deux, ce que nous, on trouve intéressant, c'est que des activités comme ça qui ont à la fois un but social, mais un but aussi pédagogique, si on peut dire, qu'on peut voir la valeur, où on peut faire le lien avec le programme d'études. Donc, on répond à deux besoins, si vous voulez, en même temps, parce qu'on s'entend, là, il faut quand même atteindre les rares des programmes d'études. Mais si on peut le faire à travers des activités comme celle-là, pour nous, on se disait à ce moment-là, ça devient beaucoup plus significatif. Et pour l'élève, mais et pour le citoyen comme tel, ou la personne comme telle aussi. Là. Donc, c'est beaucoup plus riche comme expérience de vie d'avoir des activités comme ça. Donc, à la lumière de tout ça, on se dit oui, effectivement, à cette école-là, l'apprentissage semble être plus amusant pour les élèves, puis notre regard de didacticien, de pédagogue nous permet de dire que ça semble être plus significatif aussi. Juste de voir les œufs de poisson évoluer, il me semble que ça me tenterait d'aller à l'école, moi, tu sais, là, de jour en jour, là, c'est bon, mais je ne vais pas retourner à l'école, c'est pas ça que je veux. C'était intéressant. Non, puis là, je vous ai parlé de deux activités, mais ils en ont autant des projets comme ça. La troisième proposition, ce qu'on disait, c'était que les élèves allaient non seulement être actifs dans les différentes tâches, mais qu'ils allaient également toucher aux trois autres stades de l'apprentissage expérientiel. Donc, quand on parlait de la conceptualisation abstraite, au niveau de la réflexion, tout ça. La première étape, ou le premier stade de l'apprentissage expérientiel, c'est l'implication dans les tâches éducatives. Avec la première proposition dont je vous ai parlé, automatiquement, oui, on peut dire que c'est le cas que les élèves étaient actifs. Où c'est un peu moins classe, en fait, c'est quand on va avec les trois autres stades de l'apprentissage expérientiel. Quand on parle de l'observation réflexive, de la conceptualisation et de l'expérimentation active, on n'a pas recueilli de données qui nous permettent de dire oui, on peut l'affirmer, les élèves se sont rendus à ce stade-là. On voit des indices, on voit des enseignants qui veulent essayer des choses, mais quand on regarde ça, quand on prend un recul, on se dit, est-ce qu'on peut vraiment conclure que les élèves ont fait ceci? On n'est pas certain, mais il y a cette volonté-là de vouloir faire quelque chose. Un des exemples,
il y a une enseignante qui prenait ses élèves de première année, qui les amenait dans la classe de deuxième année, puis là, chaque jour, ils mesuraient, ils avaient des pouces là, de plantes, ils mesuraient la taille des plantes, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui était fait avec ça après? On dirait qu'on restait sur notre faim, là, il nous manquait un petit quelque chose. Donc, cette proposition-là, on ne se trouve pas dans une position où on peut dire oui, effectivement, à cette école-là, on touche les 4 stades de l'apprentissage expérientiel. Le premier stade, oui, les 3 autres, un peu moins. Où ça nous amène, tout ça? Qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Qu'est-ce qu'on a appris comme leçon? Je vous ramène à notre question de recherche. Ce qu'on se demandait au départ, c'était de quelle façon est-ce que le processus d'apprentissage va être affecté dans une école qui est basée ou qui est axée sur l'apprentissage expérientiel. On a réalisé certaines choses. On a réalisé qu'il y a des éléments dans l'école qui semblent justement favoriser l'apprentissage expérientiel. Quelques-uns de ces éléments-là, l'enseignement en équipe, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui augmentait la créativité chez les enseignants, qui permettait ou qui facilitait le partage de connaissances. Le fait de travailler en communauté d'apprentissage aussi, ou de travailler par cycle. Un peu aussi en lien avec toute l'idée de créativité, d'échange. On utilisait beaucoup la technologie pour faciliter l'enseignement et la communication. Quand je parle de communication, c'est beaucoup la communication avec les parents. Donc, quand on disait une ouverture vers la communauté, les parents sont beaucoup plus à l'affût de ce qui se passe à l'école à cause de ça. Ils ont un site Internet sur lequel ils vont publier des photos des différentes activités, et ainsi de suite. Donc, ce lien-là avec la communauté peut être fait, entre autres, avec les technologies. On a vu plusieurs occasions d'apprentissage authentique et significatif. Je vous ai donné 2 exemples, je pourrais vous en donner d'autres si vous en voulez d'autres tout à l'heure. Et toute la partie, justement, les petits projets qu'ils vont faire, où les gens de la communauté vont venir dans l'école, puis pas juste pour parler de « bonjour, je suis policier, voici ce qui est mon métier », parce que ça, c'est un exemple qu'on voit souvent, qui est assez commun, mais une personne qui élève des poissons, qui était venue parler aux élèves, justement, de l'élevage de poissons avant qu'ils reçoivent les œufs. Donc, quelque chose qui va un peu plus loin et qui est en lien avec l'activité qui suivait. Et comme je disais, il y a aussi toute l'idée des élèves qui vont vers la communauté aussi. Ils m'ont parlé d'un jardin communautaire. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à long terme, ce que les élèves font pousser, ils veulent l'utiliser à la cafétéria. Donc là, c'est... Puis ensuite de ça, ce qui ne sera pas utilisé là, mais ils veulent le recycler parce qu'ils ont je sais pas comment ça s'appelle, la grosse machine. Ouais, un compostage. Mais, ouais, c'est ça, méga. Donc, il y a des choses intéressantes qui sont là. Qu'est-ce qui manque? Nous, on sentait qu'on devait faire des recommandations. On se disait, pour une école qui aimerait se diriger vers l'apprentissage expérientiel, les éléments dont on vient de parler pourraient être des pistes intéressantes à exploiter. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est de s'assurer de un peu créer des occasions pour les élèves de vivre l'observation réflexive. Ensuite de ça, d'encourager les élèves à expérimenter activement, à faire des prédictions. Tout à l'heure, quand Mathieu parlait de inquiry, du processus d'enquête, tout ça, d'exploiter ça, et pas juste dans les cours de sciences où le processus d'enquête fait partie du programme d'études, mais le processus d'enquête, on peut le retrouver dans d'autres cours aussi. Et ensuite de ça, malgré le fait qu'il y a déjà des choses qui se font avec la communauté, il y a quand même beaucoup de place pour en faire encore plus. On se disait ça aussi, ça devient important. Puis juste peut-être une dernière note, je vais terminer là-dessus. Ces recommandations-là nous ont amené vers la deuxième phase du projet de recherche, où là, on s'est dit, bon, on sait qu'est-ce qui se fait à l'école, on sait qu'est-ce qui est bien fait, on sait où il y a peut-être des trous. Voici, nous, ce qu'on vous propose. On a eu un partenariat avec 2 enseignants de 7e année où on a développé un scénario d'apprentissage, une situation d'apprentissage, finalement un moyen terme en sciences et un en mathématiques. Où les classes étaient divisées, on avait un groupe expérimental, un groupe témoin, puis là, le scénario qu'on avait développé, on avait ces éléments-là dans ces scénarios-là. Donc là, c'est là où on est rendu tout de suite, là, de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, qu'est-ce qu'on a observé. J'ai beaucoup aimé l'analogie du chef d'orchestre. Okay. Si les trois derniers éléments que tu as mentionnés sont manquants, est-ce que c'est possible que le chef d'orchestre n'ait pas ces éléments-là dans sa réflexion pédagogique?
Parce que tu as dit, il est comme modèle, et j'aime ça, il va faire des choses, mais il peut juste faire des choses qu'il sait. S'il n'y a pas cette conception-là de l'apprentissage expérientiel à partir des 4 éléments d'observation, la conceptualisation, tout ça, est-ce qu'il est fort possible que lui, dans sa tête, il n'y a pas cette conception-là encore? Avez-vous pu observer si lui avait tous les 4 éléments de base au départ qui faisaient partie de l'analyse expérientielle? Dans le verbatim, on n'a pas fait ça. Dans le verbatim de l'entrevue avec les directions, on n'a pas fait cette analyse. Je trouve ça intéressant ce qu'il fait. Donc, si lui avait cette compréhension-là, il y avait ça, lui, de par sa façon d'être et de faire, il amènerait les enseignants-là comme il a fait la première phase. Et je me dis, comme recommandation, ce serait de valider avec lui cette compréhension-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour la direction, les amener plus loin dans leur processus de réflexion par rapport au modèle de code? Puis ensuite, comment? Parce que moi, je pense qu'effectivement, le personnage clé là-dedans, dans l'évolution pédagogique dans une école, c'est la direction d'école. Et ça, on s'en sortira pas. Mais si lui, il l'a pas, ça ne va pas aller plus loin, parce qu'il va toujours répéter des comportements dans lesquels il est à l'aise. Mais si vous changez sa compréhension et que lui se fasse un sens du modèle de code, ben là, moi, je pense que vous allez les propulser. C'est intéressant parce que dans la phase 2, on n'a pas eu le réflexe de penser à la direction. On a dit on va aider les enseignants. Parce qu'on s'est dit, le 2, 3, 4, les étapes 2, 3, 4 de cours qui ne sont pas atteintes, ben, ça se fait dans le véhicule de la classe. Donc on va planifier des scénarios qui vont permettre aux enseignants. Mais on n'a pas été. C'est le fun là-dessus ce que tu dis, parce que lorsqu'on veut changer un processus de quelque chose, chez un enseignant, il n'y a jamais de personnes qui sont plus loin que lui, et des fois, on reste pris là. Et si dans une planification où on veut amener l'enseignant plus loin, il faut qu'il y ait une personne quelque part qui soit capable d'être plus loin et de l'accompagner. Parce que sans ça, on reste, pour l'avoir vécu, on reste pris sur nos choses dans un classe. On pose des questions que les gens peuvent plus, puis on ne sait plus comment se déprendre, puis ensuite, on n'a plus de réponse, puis on revient au traditionnel. Et là, moi, je pense que en tout cas, je trouve ça intéressant ce que vous faites, mais je trouve que et vous avez mis l'accent sur la direction, et moi je pense que lui va avoir un rôle à jouer pour aller aussi loin que vous voulez. C'est important quand même de dire que notre objectif, ce n'était pas de changer un processus, c'était d'observer, d'aller voir à cette étape-là. Notre idée, c'est pas de dire, OK, on va créer une école qui fonctionne expérientielle. Peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas eu de réflexe initialement pour la deuxième phase d'aller voir la direction, parce qu'on s'intéresse toujours à, comme tu as dit, ce qui se passe en salle de classe. Mais tu as entièrement raison, je veux dire, ça ne peut pas se faire sans. C'est lui ou elle à la direction qui va organiser les formations de son personnel, qui va donner le lead, on se comprend. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était le vécu du processus comme tel. Il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas réorienter ou faire un tournant et proposer une recherche qui va plus loin que ça. Mais ce n'était pas notre objectif. Diane, je pensais à Marianne. Moi, il y a 2-3 éléments. D'abord, je trouve ça vraiment le fun qu'on ait ces données-là, parce qu'on en parle toujours, puis on sait que l'apprentissage expérientiel amène l'élève à un autre niveau, ne serait-ce que l'exposer à beaucoup de choses. Puis on le voit aussi que ça fait ça. Mais c'était un petit peu ça mon interrogation du départ, à savoir comment on garantissait en quelque sorte, là j'ai compris, c'est que eux se disent pas qu'ils font ce type d'apprentissage-là, mais forcément, en tout cas, ils touchent à des composants qui s'inscrivent dans ce courant-là. Mais là, la réponse du directeur, ce qui devient intéressant aussi, c'est que lui a un certain pouvoir d'influence. Donc, si c'est lui qui évalue, puis lui est conscient de toutes ces étapes-là, dans ce sens-là, on va peut-être arriver à rejoindre un plus grand nombre de personnes que 2 enseignants, mais moi, je comprends que vous autres, vous êtes partis avec l'élément de l'enseignement, mais je trouve ça pas négligeable, cette question-là. Mais il n'y a pas nécessairement trop tard non plus. Non, c'est ça, de l'ajouter, là, oui. L'autre, moi, c'est plus une réflexion que ça éveille chez moi, c'est toujours le fameux secondaire. Parce que beaucoup de choses que tu as nommées, j'ai 2 enfants qui ont passé dans le système du primaire, puis j'ai vu plein de choses comme ça. Tant des choses qui vont de création artistique jusqu'à le vernissage, en tout cas plein de choses qui reliaient la communauté, mais on dirait que quand on arrive au secondaire,
cette fameuse fissure-là qu'on connaît tant, puis peut-être qu'il y a quelque chose dans le système aussi, mais vous autres, éventuellement, là, c'est quelque chose qui vous intéresse de voir comment on pourrait transposer ça pour venir en aide au secondaire comme système, là, pas nécessairement une école, mais parce que je sais qu'il y a des variables qui sont différentes. Oui, C'est si comme enseignant important. du secondaire en sciences pendant 12 ans, Ouais. je suis très sensible à ce que tu dis là. Par rapport aux sciences, qui est mon domaine, il y a définitivement des choses qui doivent se faire dans le concret, qui sont commandées par des régimes pédagogiques ou des visions pédagogiques, processus d'enquête, modèle 5E, etc. On cherche à faire les sciences différemment, mais est-ce que concrètement ils se font différemment? Pas assez. Fait que oui, ce serait intéressant de voir si on pouvait, un peu comme on veut faire dans la deuxième phase, ou comme on fait pardon, dans la deuxième phase, de proposer un scénario pédagogique basé sur l'expérientiel et sa version, ce que Manon n'a pas dit, c'est qu'on propose une version plus, je ne sais pas qu'est-ce que le mot, je vais dire traditionnel, mais c'est sûrement pas le meilleur mot, mais habituelle, puis expérientielle. On a pris une salle de classe de 30, puis où il y a 30, ou en tout cas peut-être un peu plus, je ne me souviens pas. Mais essentiellement, le fonctionnement en mosaïque permettait, où il y avait 2 enseignants pour un groupe de classe, de randomiser, de briser la classe en 2 groupes aléatoires, de demander à l'enseignant de sciences d'enseigner au groupe A de façon habituelle et dans un autre temps, enseigner à la classe B le même scénario, même où il y a des éléments de l'expérientiel. Là, on peut administrer un pré-test et un post-test par rapport aux connaissances, des notions enseignées. On essaie de voir s'il y a une meilleure compréhension de certaines notions en sciences ou en maths dans un scénario ou dans l'autre. Je pense aux langues, entre autres. C'est parce que les sciences, souvent, ils ont les labos qui sont quand même plus privilégiés de ce que j'ai connu comme expérience. Mais je pense aux langues et aux mathématiques, là, où ça s'avère quand même de ce que moi, une petite expérience connue, là. Ouais. C'est quand même assez traditionnel, puis c'est difficile d'avoir des apprentissages signifiants, là, pour les élèves. On a déjà eu des discussions, entre autres, Michel et moi, parce que c'est ça, on sort du secondaire les deux, une formation secondaire les deux, puis c'est certain, oui, ben c'est ça, là, moi en maths, lui en sciences, c'est certain qu'il y a quelque chose qui s'en vient déjà à l'automne, là, parce qu'on a eu la bonne nouvelle d'Infosal. Ça fait que ça va se faire au secondaire, oui. Juste un petit détail, ce que Michel disait pour les 2 groupes, là, quand on parle de scénario basé sur l'apprentissage expérientiel, puis du deuxième scénario qui était plus... On l'appelle didactique. oui, c'est ça. Ce n'était pas un scénario où il n'y avait que du magistral. Ces enseignantes-là qu'on est allé voir font déjà des belles choses. Puis on savait que si on leur donnait quelque chose de très magistral, là on dénature complètement ce qu'ils font habituellement. C'est un peu comment vous feriez ça habituellement, comme ceci. OK, ben nous on prend ça, puis là on fait vous, on l'amène à l'expérientiel. Mais les élèves du groupe contrôle n'étaient pas nécessairement désavantagés dans le sens qu'ils ont quand même fait des activités, ils étaient quand même actifs. On a poussé la réflexion beaucoup plus. Pour inclure les éléments du modèle de Cole dans la version expérimentale. Parce que sinon, c'était facile de dire, ah oui, ils ont beaucoup plus, mais c'est clair. Amy veut pas dire. Oui, il y avait Marianne, puis ensuite de ça. Premièrement, merci de partager cette recherche-là. Je trouve ça fascinant et très informateur. Puis je trouve ça excellent que vous êtes allé dans cette école-là. Vous avez saisi une excellente occasion pour aller décrire puis voir qu'est-ce qui se passe. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Puis je vais revenir un peu, c'est un peu rattaché à ce que Jean-Marie disait, puis un peu par rapport à la direction d'école, puis je pense que c'est important qu'on prenne ces données-là, parce que je suis pas sûre que je suis convaincue que le directeur d'école, c'est lui qui va faire la différence. C'est sûr qu'il y a un rôle à jouer, oui, mais ayant vécu dans une autre province et enseigné dans une autre province, il y avait énormément d'expérientiel qui se passait là, mais c'était parce qu'on avait un empowerment des enseignants. Puis c'était pas le directeur qui va dire quoi faire, c'était l'enseignant qui était considéré comme professionnel avec ses compétences, puis on faisait confiance à l'enseignant. Puis je pense qu'il manque un peu ça dans ce système au Nouveau-Brunswick, où est-ce que c'est toujours nous, on va dire comment faire, on va dire comment faire. Fait que ça serait intéressant d'avoir les données de recherche justement qui regardent est-ce que c'est la direction d'école qui fait la différence ou est-ce que c'est l'enseignant qu'on peut donner un certain
un certain empowerment. Là. Il y a peut-être moyen d'embarquer un étudiant en administration scolaire pour étudier ça de ce point de vue-là. Ouais. Encore une fois, nous, on a proposé ces questions-là, mais on a les données. Fait que Ouais. s'ils peuvent servir, parce qu'on a posé des questions précises dans un objectif spécifique, là, je ne sais pas si ces données-là peuvent servir, mais d'aller chercher des données, comme tu dis, pour explorer cette dimension-là, ça pourrait être extrêmement utile. Ouais. Encore une fois, peut-être en comparaison avec des cas dans un système où ça se passe plus comme tu le décris, rien qui empêcherait de comparer, tu sais, comme j'ai tanné pour Brunswick, ça pourrait être intéressant ça aussi. Oui, j'en ai 2 questions. Je vais commencer par la 1. On n'aurait pas su la différence. On va savoir avant. Comment ça se passe en pratique? D'abord, une pré-question, est-ce qu'il y a un programme? C'est pas genre livre des enfants de Summerhill ou les Non, pas il y a un programme? Le même programme d'études que toutes les autres. OK, on a des écoles. objectifs, on veut qu'ils apprennent telle chose dans la première année, deuxième. Oui. Donc, comment ça se passe en pratique? Est-ce qu'on met les étudiants, est-ce que les professeurs sont assez directifs dans le sens de dire on met des étudiants dans un contexte, on leur confie des expériences à faire, ou si on les laisse choisir, aller un peu plus ou moins au hasard? Vous avez répondu tantôt un peu en disant qu'il y a des parties magistrales, mais comment ça se passe en pratique? Les enseignants ciblent les expériences ou les activités que les élèves vont vivre. De ce que moi j'ai vu quand j'en ai parlé, là. Ah, la créativité. Oui, C'est lui l'objectif, mais tu le rends, au lieu de le rendre magistralement, tu crées quelque chose de... Oui, c'est que les activités vont être beaucoup plus ouvertes aussi. C'est pas nécessairement tous les élèves qui font la même chose, qui terminent avec le même produit, mais de façon générale, si on fait pousser quelque chose, ben, il y a un cycle qui faisait pousser des fleurs, l'autre cycle qui faisait pousser des légumes, l'autre cycle qui faisait pousser des herbes. Il y a des choses qui des se voient pas. arpèges, Des choses que tu fais pousser, tu fais fruiter des œufs de poisson, tu ne vois pas les cellules, tu vois un œuf qui grossit. Est-ce qu'on leur enseigne des cellules? Est-ce qu'on leur Si c'est au programme d'études, oui. On leur enseigne Si c'est le programme d'études. OK, oui. Oui, absolument. Mais tu sais, je peux vous donner un autre exemple aussi, peut-être dans une des salles de classe, chaque année, ils ont un animal pour la salle de classe. Ils ont eu un chinchilla, ils ont eu un rat, ils ont eu... Et ils font plein d'activités autour de cet animal-là. Les élèves ont construit une maison, là, entre guillemets, avec un lit, tout ça, mais là, ils ont fait les mathématiques là-dedans. Puis ensuite de ça, ben là, ils devaient savoir qu'est-ce qu'ils allaient donner au chinchilla à manger, mais là, ils devaient aller voir du côté des sciences, qu'est-ce que ça mange, quelle sorte d'habitat est-ce que ça a, est-ce qu'il y a besoin de lumière, est-ce qu'il y a besoin... Donc là, on faisait des sciences avec l'animal. C'est l'animal qui a été amené en salle de classe. Les élèves n'ont pas nécessairement choisi au début de l'année, oui, on veut avoir un animal en salle de classe. Mais c'est quand même, tu sais, de faire le lit, ça venait des élèves. Il y a une partie quand même qui vient des élèves, mais à la base, la coquille, ça vient de l'enseignant. Question 2. Maintenant, de savoir à quelle heure ça. Mon cerveau mathématique aime ça. 1 avant 2. Oui, c'est Ça ça. parle. Je vous suis. Mais ça répète un décompte. C'est comme la deuxième question, après ça, là, tu finis. Après ça, avec la meilleure. Alors, on finit avec la meilleure. En fait, C'est ça. Question 2, c'est que je constate que ça a commencé en 2012. Oui. Donc, l'expérience est un peu courte, on n'a pas 15-20 ans. Non. Les étudiants sont devenus adultes, donc on ne peut pas savoir est-ce qu'ils sont plus heureux dans la vie, est-ce qu'ils ont un entourage plus heureux, est-ce qu'ils sont meilleurs, est-ce que quoi que ce soit. Je comprends bien ça. Mais quand même, est-ce qu'on peut avoir une certaine évaluation de ce projet-là? J'ai lu un peu, par exemple, je ne sais pas si j'ai le bon mot, il y a une expérience d'études HATI, ça vous dit quelque chose? Oui. Une grosse étude anglaise. Mais dans l'analyse. Oui. Et puis, ma question, c'est que on a une école avec un projet. Et je ne suis pas du tout là, rabat-joie, au contraire. Mais dès qu'on forme un projet, qu'on fait venir des gens intéressés, que le projet soit bon ou égal aux choses plus traditionnelles, déjà c'est un plus. Déjà, ça donne des meilleurs résultats parce que tu as des gens impliqués, on implique les gens, on a de l'enthousiasme. Ça va augmenter, c'est un peu comme l'effet placebo, on peut dire. Est-ce qu'on peut déjà maintenant savoir si un projet comme ça est fondamentalement meilleur ou c'est juste parce qu'on a des meilleurs enseignants, des plus intéressés, motivés? Bien, c'est justement ce genre de questions-là qui nous intéresse. Je mets les choses en perspective. Je l'ai dit à quelques reprises. Ça, c'est un projet étude de cas très exploratoire. Je ne cherche pas
Mais, comme chercheur, on est intéressé justement à voir est-ce qu'il y a des retombées concrètes, est-ce qu'on peut aller voir des résultats sur l'apprentissage. Et puis c'est là où est-ce qu'on s'en va avec notre phase 2, phase 3 du projet, où est-ce qu'on veut aller voir de façon peut-être plus quantitative, statistique, mesurer, faire jouer des variables l'une avec l'autre, voir si effectivement il y a un effet qu'on peut observer sur l'apprentissage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur l'apprentissage? On va choisir des indicateurs pour le mesurer. Mais on a effectivement maintenant dans le design, pour les phases à venir, un design plutôt quasi-expérimental, où est-ce qu'on met, comme que j'expliquais tantôt, qu'on met en contraste les deux différentes formes, les deux différentes stratégies pédagogiques. Okay? Puis là, l'idée, c'est d'aller dans plus qu'une école. C'est l'idée d'aller dans plusieurs écoles où il y a, où il y a une vision d'apprentissage expérientiel, mais un peu comme on disait tantôt, c'est pas l'école de la Mosaïque du Nord, c'est pas dit on est expérientiel, c'est qu'ils font des choses qui rejoignent l'expérientiel. Est-ce que dans d'autres écoles, dans d'autres salles de classe, où il y a des choses semblables qui se font, en appliquant des scénarios pédagogiques didactiques versus expérientiels, est-ce qu'on peut observer vraiment un effet? D'aller un peu, comme je disais tantôt, là, avec Hattie, là, un range d'effets qui est significatif. Fait qu'on s'intéresse à ces questions-là. Cette recherche-là ne nous permet pas de le faire. On a émis des recommandations, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas assez de jus, si tu veux. On n'a pas regardé de cette façon-là non plus. Puis votre question, oui, ben c'est ça, votre question, c'est est-ce que c'est un peu l'effet de nouveauté qui est là, ou est-ce que ça donne vraiment quelque chose? Ce serait très présomptueux de vouloir dire oui, c'est certain que c'est pas. Je pense que la seule façon de savoir, c'est d'attendre justement, puis de vérifier au plus long terme ce qui se passe. Mais 2012, c'est pas loin, puis dans les deux cas, là, autant le groupe témoin que le groupe expérientiel, dans les deux cas, ça reste nouveau pareil, si on compare avec l'ancienne école. Parce que quand on enseigne le scénario plus didactique, qui respecte, c'est quand même les mêmes enseignants, c'est quand même des enseignants motivés, en général, d'aller travailler. Donc, cet effet-là, c'est juste qu'on compare, toute chose étant égale par ailleurs, les mêmes enseignants qui enseignent selon l'approche expérientielle ou selon l'approche plus traditionnelle, classique. Justement, par rapport à ça, je sais qu'il y a juste 30 heures par jour qu'on en perd 2 dormir, mais est-ce que vous avez le temps de suivre d'autres expériences ailleurs en parallèle avec ça? Si vous faites celle-là? Non, c'est ça, c'est la phase 2. Ouais, c'est la phase qu'on... La phase 2, mais dans cette école-là? Ou non. La phase 2, là, c'est ça la phase 3 où on peut dupliquer ailleurs. Oui, c'est ça. C'est dans nos plans éventuels d'aller ailleurs, effectivement. Ça pourrait être intéressant de choisir une école au hasard. Où on ne sait pas si... Ils font toutes sortes de types d'apprentissage. C'est ça, c'est que ça dépend qu'est-ce qui est l'objectif de qu'est-ce qu'on pose comme question. Nous, dans la phase 2, notre phase 3, c'est qu'on veut aller voir le processus d'apprentissage. Il y a plein de choses qu'on peut regarder, mais si je choisis une enseignante aléatoirement dans une école X, Y, Z, au travers de la province, puis je lui demande, regarde, voici 2 scénarios que nous, on a conçus selon la façon habituelle de faire, qui est déjà très bonne, comme on a dit, selon les programmes d'études, on commande plein de choses, on demande d'être dans le concret, etc., d'impliquer la communauté. Puis on leur demande à tous ces enseignants-là de fonctionner, OK, applique les deux, évidemment, est-ce qu'on peut voir si un apporte une différence? C'est une façon de faire, mais il y a plein de choses, il y a plein de questions autour de ça à poser. J'avais le commentaire 1. Sur 50. Moi, je pourrais en parler des heures, ça m'intéresse ces questions-là. Mais tantôt, vous avez vu des choses qui étaient remis. Je ne connais pas assez, M. Lang. Oui. C'est juste un commentaire comme ça, c'est que si vous êtes un médecin, vous n'auriez pas l'idée de dire à vos patients, je vais vous observer, je vais prendre des notes, comment qu'est-ce que vous alimentez, comment tout ça, puis je ne vous soignerai pas. Si je suis un ingénieur des ponts, je vais regarder les gars travailler, je vais dire, OK, moi j'observe, je fais rien. Vous avez dit tantôt, on veut aider les enseignants. Je sais qu'il faut respecter leur démarche, il faut être respectueux, il ne faut pas s'imposer, je comprends très bien ça, mais je pense que c'est une bonne chose de dire, nous, on est à l'université, on étudie, on a du temps pour ça. Oui, on peut avoir rétention, entre guillemets, de dire qu'on va essayer de vous aider, on va vous proposer des choses. J'entends trop souvent dans les départements, entre autres en sciences politiques, j'entends trop souvent ça, les gens, les professeurs, des gens vraiment connaissants en philosophie, qui vont dire, qui je suis, moi, pour aller dire aux gens quoi faire. Ah oui, mais c'est toi le professionnel, on t'a payé des années pour étudier, vas-y, tiens, et refusons s'ils veulent pas, mais oh, c'est ça. Je trouve ça correct, c'est approché.
Je pense qu'on a une responsabilité de le faire. Ben oui. Oui, D'accord. oui. Je veux dire, c'est là où, avec des recommandations, mais là, tu sais, moi, j'ai une vision éventuellement qu'on impliquerait peut-être davantage des enseignants et des enseignantes dans un processus de recherche-action, où eux-mêmes, ils deviennent acteurs dans le processus de découverte de connaissances, et puis s'associent davantage à ce processus-là. Donc là, je pense qu'on a du travail là. Presque là, ouais, c'est la Eux, ils sont sur le terrain. Oui. Ils pas tout le temps ça. Oui. Non, non, ils ont Ils vont pas tout lire Ils ont des contrats très réels qu'il faut respecter aussi. Cependant, Ben, c'est pour ça que je garde, quand on a voulu implanter l'approche orientale, si je garde ce que tous les acteurs nous ont dit dans l'école, c'est comment le rôle de la direction avait un rôle extrêmement important. Bien sûr, c'est pas le directeur qui fait l'approche orientale dans la salle de classe, c'est l'enseignant avec le CO, mais ils ont un rôle extrêmement important de soutenir, d'appuyer, d'encourager, puis en plus, c'est eux qui évaluent la démarche ou qui assurent que la démarche est respectée. C'est dans ce sens-là, ça devient un partenariat, pas pour dicter, là, mais une approche collaborative. Là. Je pense pas que c'est ça qui est le ton dans cette école-là, c'est de la collaboration partout, surtout si il échange ses tâches avec les autres. Tu sais, on peut se visiter au début, le directeur devient enseignant, en tout cas. Oui, il joue à l'aide d'enseignant, ça fait, c'est déjà là. Donc, s'assurer que lui aussi a la même vision de ce que ça peut être intéressant. écoute, là, je vais mettre mon autre chapeau, mon double rôle. Il dépasse 13 heures. Je vous remercie énormément de votre participation. On est là pour jaser à la suite.